Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que le projet de réforme de la nouvelle Moudawana continue d'alimenter les débats, nous nous intéressons ce soir à la situation des enfants nés hors mariage, notamment dans le cadre d'affaires de viol. Et il y a cette actualité majeure qui constitue un véritable précédent juridique. Pour la première fois, la Cour de cassation, soit la plus haute juridiction du Royaume, adopte une lecture moins stricte des textes concernant les enfants nés hors mariage. L'affaire portait sur une jeune femme en situation de handicap, victime d'une agression sexuelle et qui a donné naissance à un enfant. Si cette décision ne remet pas en cause les fondements juridiques actuels, elle ouvre néanmoins la voie à une réflexion sur l'évolution du droit de la famille et sur la place accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Jusqu'ici, l'enfant né hors mariage était juridiquement étranger à son géniteur, privé de filiation, de nom et d'héritage. Ce précédent relance ainsi un débat de fond sur l'équilibre entre les lettres des textes, ou la lettre des textes, l'interprétation religieuse et les principes universels des droits de l'enfant. L'intérêt supérieur de ce dernier, reconnu par le droit international et inscrit dans plusieurs conventions ratifiées par le Maroc, pourrait-il désormais peser un peu plus lourd dans la balance judiciaire? Cette affaire, par sa singularité, invite à une réflexion sur l'évolution nécessaire du droit de la famille en prenant en compte les spécificités de la société marocaine dans laquelle nous vivons. Nous menons justement la réflexion ce soir en compagnie de deux acteurs majeurs, notamment sur cette question. D'abord, une militante aguerrie, ancienne ministre du Développement social, de la famille, de la solidarité, également présidente d'un think tank, Nouza Srli. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Et merci de vous accueillir. Merci à vous d'accepter notre invitation, Madame Srli. En face, un juriste de renom. Il est également membre du bureau politique de l'USFP, Maître Brahim Rachidi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous êtes professeur universitaire. Et c'est ainsi que nous allons commencer. Et ancien vice-président de la Chambre des représentants. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le côté professeur, parce qu'on va commencer avec un peu de didactique, si vous le permettez, Maître Rachidi. D'abord, expliquez-nous les contours et les dessous de cette affaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer aux téléspectateurs qu'il y a deux choses dans cette affaire. Il s'agit d'un dossier qui était enrôlé devant le tribunal de Hoceima. Premier instant, l'avocate de la demanderesse avait demandé uniquement réparation du préjudice subi suite à une faute. C'est l'article 77 du Code des obligations contre le Code civil marocain qui dit que tout préjudice causé par une personne directement mérite une indemnité. Donc, au départ, on a demandé. Le tribunal de première instance a refusé, a rejeté la demande de la personne en question dont vous avez parlé, qui souffre d'un handicap mental. En appel, devant la cour d'appel, la décision du tribunal a été corroborée en appel. Donc l'avocate, qui est une avocate chevronnée, a saisi la cour de cassation. Les deux premières cours, c'est-à-dire le tribunal de première instance et la cour d'appel, c'est des tribunaux de droit qui disent le droit, le fond. Alors, la Cour de cassation dit le droit. Alors, la Cour de cassation a été saisie par cet arrêt le 30/10/2024. Et l'arrêt a été publié le 15/4. Donc, c'est une célérité pour laquelle je voudrais remercier tout d'abord les magistrats de la Cour de cassation, parce qu'on commence à accélérer un peu cette horloge judiciaire qu'on accuse toujours d'être lente. Et dans cet arrêt, les magistrats de la Cour de cassation, et c'est la chambre civile, et non pas la chambre du Code de la famille, chambre numéro 1, qui a rendu cet arrêt. Quelle est la nuance? Pourquoi vous précisez que c'est la chambre civile et non C'est très important parce que la chambre civile s'occupe des choses civiles. Parce que l'avocate avait demandé la réparation d'un préjudice subi suite à une faute. Ils ont considéré que c'est une faute et c'est une responsabilité délictuelle. D'accord. Quand on saisit la chambre de la famille, c'est le code de la famille qui s'applique, ce code de la famille qui s'applique. Donc ici, c'est le droit civil qui est appliqué. Mais on va l'expliquer par la suite. Il y avait un tiraillement chez les magistrats de la Cour de cassation entre le droit positif
c'est-à-dire le droit civil, et entre le code de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux quand il s'agit justement sur cette question? Il n'y a pas une contradiction entre le code pénal et le code de la famille? Non, vous avez bien fait de faire remarquer, au départ, il y avait une action au pénal. Le coupable était condamné à 1 année de prison qu'il a purgé. Ça, c'est un autre dossier. Et après, le tribunal, la dame a saisi le tribunal civil. Sur le plan correctionnel, il a été de viol. De viol, d'agression contre personne qui n'est pas maîtresse de tous ces actes, etc. Très bien. Et il a purgé pour 1 année de prison. D'accord. Est-ce que vous pensez, Maître Rachidi, que cette décision de la Cour de cassation du 15 avril s'inscrit dans une certaine évolution de la jurisprudence marocaine en matière notamment de filiation? J'aurais bien aimé que vous posiez la question tout d'abord à Mme Sqali, qui était... J'y arrive, mais d'abord le juriste sur l'évolution de la jurisprudence, et je poserai la même question à la militante et à l'ancienne ministre que nous avons avec nous. C'est une évolution positive. Et ça, elle s'inscrit dans le débat national que connaît le Maroc, suite au débat large qu'a connu le projet de code de la famille. Donc il y a une évolution. Pour moi, c'est une évolution sur le plan de la jurisprudence. Malgré qu'il y ait tiraillement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, entre les magistrats. C'est le résultat qui compte. Et je vais vous l'expliquer. Parce que là, la Cour de cassation a décidé que l'enfant n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. L'enfant doit être récompensé, doit être indemnisé. Reconnu, en fait. Pas indemnisé. Non. Parce que ici, c'est une indemnisation civile. Très bien. Parce que si on reconnaît la filiation, la paternité, ça, c'est la pension alimentaire. On n'a pas donné une pension alimentaire à l'enfant, mais on lui a donné une indemnité pour faute. Parce que la pension alimentaire est liée à la filiation. Pour qu'il y ait pension alimentaire, il faut qu'il y ait une relation entre le père biologique et l'enfant en question. Il faut que ça soit son père. Et justement, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Hoceima de ne pas avoir diligenté, ordonné une expertise. C'est-à-dire ? Alors, est-ce que l'expertise... Non, une expertise. Vous avez un seul invité ou vous en avez deux? J'en ai deux, j'y arrive. Alors, si vous en avez une expertise pour déterminer la parenté et la filiation de l'enfant avec son père. Alors, Madame Sqali, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution? Est-ce que cette décision va vraiment représente un point d'inflexion dans l'avancée des droits de l'enfant, notamment ceux nés hors mariage? Écoutez, notre pays souffre d'un mal qui s'appelle le double référentiel, c'est-à-dire d'avoir le droit positif d'un côté et des engagements dans le droit positif, y compris à travers la Constitution et à travers les conventions internationales qui ont été, disons, ratifiées par le Maroc, et un autre référentiel qui est le référentiel religieux, et dans lequel on va aller chercher des justificatifs chez Imam Malik, chez Imam un ou l'autre des imams des siècles passés. Et là, pour ce qui est de... Bien sûr, je ne suis pas spécialiste de la loi, et je remercie, je suis contente d'être avec Ibrahim Rachidi, que je connais de longue date, donc je connais l'engagement. Et donc, il y a des aspects, certes, qui seront mieux traités par le professeur Ibrahim Rachidi, mais pour ce qui me concerne, j'estime que dans le contexte où nous sommes, d'attendre la réforme du Code de la famille, et sachant que nous avons un article 32 de la Constitution qui engage l'État à traiter sans discrimination, à garantir les droits de tous les enfants, indépendamment de leur situation familiale. L'article 32 stipule aussi que la famille est fondée sur le lien légal du mariage et la cellule de base de la société. Et elle dit que c'est la cellule de base de la société, mais elle ne dit pas que c'est l'unique cellule de la société. Mais qu'elle est fondée sur le lien légal du mariage. C'est ce que dit la Constitution, l'article 32. Le texte dit que la famille fondée sur le lien légal, et entre nous, l'arabiya, on dit shara'i, ça veut dire on ne dit même pas juridique, on dit légal, ça veut dire en faisant référence au mariage par la Fatiha, qui n'a pas de trace sur le papier, on dit que c'est la cellule de base de la société. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Est-ce qu'on va nier qu'il y a des mères célibataires? Est-ce qu'on va nier qu'il y a des femmes divorcées? Qu'on va nier qu'il y a des femmes mariées avec la Fatiha et dont le mariage n'a pas été reconnu? On ne peut pas nier quelle est la situation des familles marocaines, même si l'État,
où le HCP, en l'occurrence, malgré la qualité du travail qu'il fait dans d'autres domaines, n'a pas encore fait une étude approfondie pour nous dire quelle est la réalité des familles et quelles sont les mutations qu'a connues la famille. En tous les cas, nous savons que du fait du recul de l'âge de mariage à 32 ans pour les hommes, en moyenne, on sait que les relations sexuelles hors mariage sont légion. Et comment peut-on à ce moment-là faire assumer les conséquences de ces relations hors mariage, les faire assumer uniquement par la femme et faire que l'homme soit totalement indépendant de ce qui se passe du fait de sa relation sexuelle. Donc, moi, je prends cet enfant auquel on a reconnu le droit d'avoir des indemnités, sans parler des indemnités pour la mère, parce que la mère, j'ai cru comprendre qu'elle n'a même pas demandé. C'est sa demande. La demande, voilà. Elle n'a rien demandé. Elle n'a demandé ni demandé. filiation, ni indemnité. Voilà. Donc si elle avait demandé la filiation, elle l'aurait eu, selon vous? Attendez, non, mais justement, c'est là où je reviens, elle ne l'aura pas, à 100%, elle ne l'aura pas, parce qu'aucune loi nationale ne lui donne le droit à la filiation, et c'est un point, c'est une ligne rouge pour nos machayikh, comme les a appelés monsieur le ministre de l'Awqaf Islamia. Il a dit que les machayikh et leur position concernant... C'est les membres du Conseil supérieur des oulémas. Le Conseil supérieur des oulémas. Voilà, d'accord. Donc c'est ça les machayikh. Donc leur ligne rouge, c'est de ne pas reconnaître l'ADN comme preuve de paternité. Alors, si vous voulez, moi, connaissant les enfants qui sont dans cette situation, et j'aimerais bien dire un petit mot sur leur nombre, parce que j'ai cherché désespérément des statistiques fiables pour me dire quel est le nombre, mais j'ai quand même trouvé une étude du ministère public en 2018 qui nous dit qu'il y a, en gros, pour aller vite dans les chiffres, 2000 enfants chaque année qui sont abandonnés, morts ou vivants. Si je fais sur les 20 dernières années depuis la réforme de 2004, qui était une réforme très importante jusqu'à ce jour, eh bien ça fait 40 000 enfants, donc 2000 par an, ça fait 40 000 enfants qui sont abandonnés, sans parler de ceux qui sont restés chez leur mère et qui sont restés dans les familles et qui souffrent aussi d'une discrimination atroce. Donc est-ce que le moment n'est pas venu pour nous de reconnaître à ces jeunes citoyens marocains en devenir, leur reconnaître le droit de vivre dans la dignité? Est-ce que c'est un momentum? Est-ce que ces décisions de la Cour de cassation représentent une avancée pour les droits de l'enfant? Elle n'ouvre pas la porte à une reconnaissance. Est-ce qu'elle ouvre une brèche? Peut-être pas la porte, mais au moins une brèche. Nous attendons davantage, madame, parce que... Oui, en tant que militante, vous êtes dans votre rôle. Attendez, non, excusez-moi, c'est pas que je suis dans mon rôle. Si on considère les dispositions de la Constitution, l'article 32, si on considère les engagements internationaux du Maroc, si on considère les orientations qu'a donné Sa Majesté le Roi dans la lettre du 26 septembre 2023, dans laquelle il incitait à tenir compte des mutations sociales, à réaliser l'harmonisation avec la Constitution, à réaliser l'adéquation avec les conventions internationales, et il n'a pas renoncé à cet objectif, puisque dans la dernière lettre du 24 décembre 2024, il a incité les ulamas à continuer à approfondir leur connaissance des mutations sociales et à apporter des solutions novatrices qui correspondent aux évolutions qu'a connues la société. Et il a incité les parlementaires en leur disant « N'oubliez pas de continuer le débat sur la base des orientations que j'ai données dans la lettre royale du 26 septembre. » Donc le roi n'a pas renoncé, les parlementaires ont encore droit à la parole, donc le débat n'est pas tranché. Et le message est clair pour nos parlementaires, en tout cas, madame Sclé. Mais il n'y a pas que les parlementaires, il y a le gouvernement, parce que le pouvoir législatif est partagé, comme vous le savez, et si Ibrahim Rachidi confirmera cela, le pouvoir législatif, il est partagé entre le gouvernement qui apporte les projets de loi et les parlementaires, avec la majorité parlementaire, malheureusement, qui a souvent tendance à jouer le rôle de chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement. Donc nous en appelons effectivement aux ulama à ijtihadou dès aujourd'hui, à faire l'ijtihad dès aujourd'hui pour rétablir cette injustice, et aux parlementaires également de s'engager à fond pour qu'on puisse avoir une vraie réforme attendue, pas juste des petites indemnités, mais une reconnaissance de la, vous l'avez dit, de la paternité, de la filiation, etc. L'ijtihad, un appel aussi qui a été formulé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI par rapport à ce projet de réforme du Code de la famille de la Moudawana. Vous avez évoqué des chiffres, il y a un autre chiffre quand même, cette fois c'est du HCP, sur la violence envers les filles de 15 à 19 ans. 23% d'entre elles se disent victimes de violences sexuelles. Alors, pour revenir à
à l'aspect purement juridique, les implications de cette décision, Maître Rachidi, en termes de hiérarchie des normes, notamment en ce qui concerne la compatibilité entre les textes juridiques et les conventions internationales sur les droits de l'enfant. Le Maroc a approuvé, il a signé et ratifié les deux principales conventions, une convention de lutte contre toute forme de discrimination contre les femmes et la convention de 1993 de protection de l'enfance. Donc le Maroc, il n'y a plus de réserve. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous avez soulevé, ce qui a été soulevé par Dr Sqali, mon ami. C'est que tout d'abord, je pense que le code de la famille actuel, le projet de code de la famille, dans la continuité de ce que vous dites, est en gestation. Sa Majesté a demandé aux ulama de travailler davantage. Et moi, je considère que, ça c'est mon point de vue personnel, il y a un recul chez les ulama en ce qui concerne l'ADN. Pourquoi il y a un recul? Parce que si on va à l'article 158 sur la filiation paternelle est établie par Al-Firas, c'est-à-dire les rapports conjugaux, c'est l'article 158 du Code de la famille. L'aveu du père, l'attiraf, le témoignage de deux adoul vont dire c'est le fils de X, ça y est, c'est le fils de X. La preuve on dit sur le oui-dire, et c'est ça ce qui est important, et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire. À Casablanca, le tribunal de la famille a déjà ordonné une expertise judiciaire de l'ADN pour prouver la paternité d'une fille. Et en France... C'était avant ou après l'annonce de la réforme? Avant la réforme, bien avant. D'accord. Et le malheur, c'est qu'il n'y a pas une coercition si le père refuse de se soumettre à l'expertise d'ADN. En France, si le tribunal ordonne une expertise ADN et vous la refusez, c'est une présomption de paternité. On considère que vous êtes le père de l'enfant. De facto, sans le l'article 158 est très clair. Il dit qu'on peut recourir à l'expertise judiciaire. Comment on va faire l'expertise judiciaire? C'est grâce à l'ADN. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, quand vous avez parlé d'expertise judiciaire, est-ce que cela inclut l'ADN? Parce que c'est là où le bas blesse. Non, ce n'est pas inclus, mais normalement, on doit interpréter. Comment le cas dit? Qui ont? Est-ce que c'est les magistrats? Les magistrats. Voilà, c'est le pouvoir discrétionnaire du magistrat. Non, et souvent, les magistrats recourent à l'ADN. Mais ils n'ont pas, dans la loi, on n'a pas quelque chose qui oblige le père à aller suivre un test ADN, comme en France. Alors, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on dit l'expertise judiciaire, il n'y a pas d'autre moyen que l'ADN. Pourquoi? Parce que quand il y a un crime, et on cherche l'auteur du crime, on recourt à l'ADN. Tout à fait. On recourt à l'ADN pour la recherche du crime, et pour la reconnaissance de paternité, on dit non. Alors, ce qui fait que moi, je pense que les ulama doivent se conformer au sens des articles du Code de la famille de 2004. 2004, par le projet. Madame Sqali, je trouve une grande contradiction dans la proposition qui a été faite par... Comme la plupart des propositions, ce ne sont que des propositions. Donc ce qui fait, on peut en discuter. Quelle est la proposition? La proposition, c'est que il n'est pas question de reconnaître le lien de non, parents. ils n'ont pas dit ça, madame. Attendez, ils disent l'indemnisation. Ils disent l'indemnisation. Ils disent... Vous parlez de quoi? Dans les propositions qui ont été annoncées le 24 décembre au cabinet royal, sur la question des enfants abandonnés, sur des enfants nés hors mariage, je ne peux pas vous dire littéralement... Ils n'ont pas retiré l'ADN, madame. En général, l'ADN, il peut hors mariage... Laissez-moi terminer mon idée, s'il vous plaît. Je ne dis que des choses dont je suis sûre. Quand je ne suis pas sûre, je ne le dis pas. Donc ils disent que les enfants nés hors mariage peuvent recevoir une indemnisation, mais il est hors de question de reconnaître leur... Qui le dit ça? Qui le dit, madame Sqali? Ça, c'est votre interprétation, ça. Vous avez le texte assis? Oui, j'ai le texte. Parce qu'il y a, si vous avez le texte, lisez-le. Il y a 34 propositions qui étaient retoquées. Ce n'est pas les 30 d'abord, je parle des 17 propositions qui ont été annoncées. Elles n'ont pas été rejetées définitivement. Sa Majesté, comme vous l'avez dit, Sa Majesté approfondissait l'analyse. Je sais, mais c'est les propositions qui ont été faites. Et ce qui se dit autour du ministère de la Justice, c'est que ça y est, c'est définitif. Mais je dis c'est impossible que ce soit définitif, parce qu'il y a le droit encore des parlementaires. Rien n'est définitif, madame. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous ne me laissez pas quand même exprimer la contradiction. Pardon. Donc, en toute amitié, laissez-moi terminer mon idée. Donc je vous dis, ils ont l'indemnisation. C'est-à-dire, ils reconnaissent le droit à l'enfant à bénéficier de l'indemnisation du père biologique.
Mais comment est-ce qu'on va dire à un enfant, ça c'est ton père, il va payer pour toi? Non, non. Mais tu n'as pas le droit à la paternité à son égard, il ne te connaît pas, tu n'as pas de relation avec lui. C'est une question purement pécuniaire. Comment on va savoir que c'est le père biologique si on ne fait pas l'ADN? Oui. Alors il va dire, c'est pas moi, même celui-là dans ce procès dont on parle, jusqu'à présent, avec le monsieur, il dit, c'est pas moi. Il nie. Et la dame, elle dit, mais oui, il est sa photocopie, il lui ressemble exactement. Ce qui était un critère qui était pris en compte du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prenait en compte la ressemblance. Donc aujourd'hui... شبهة. 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 Donc, ce qui fait... Donc en fait, cette décision, Madame la Ministre, est-ce que cette décision, elle représente, est-ce qu'elle peut encourager des réformes en matière des droits des femmes et des enfants au Maroc? Il nous reste très peu de temps. Et comment vous plaidez en tant que représentant de la société civile, ancienne ministre aussi de la famille, plaider pour un changement juridique plus large? Écoutez, moi je vous dis c'est positif, oui. Mais c'est insuffisant, c'est totalement insuffisant et ce n'est pas ça l'attente des enfants. C'est un point positif, oui. Mais ce que je constate, c'est que dans ce cas-là, la fille est handicapée, donc elle est considérée comme irresponsable, et il y a viol et il nie. Mais imaginez-vous si la fille n'était pas handicapée. Qu'est-ce qu'ils diraient, les juges? Ils diraient, vous n'avez pas de preuve qu'il s'agit d'un viol, donc il s'agit d'un acte sexuel consenti. Et donc à ce moment-là, comme c'est le cas dans la plupart des cas, on implique la fille qui se plaint de viol, on l'accuse d'être le facède. Et on la met en prison pour le facède, parce qu'elle n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'un viol. Donc c'est pour ça que je dis, cette mesure, elle est positive, mais elle a un impact très restreint, puisque même du point de vue de la jurisprudence, et là je te permets de me corriger si je me trompe, du point de vue de la jurisprudence, on va lui dire, ah non, la jurisprudence c'était pour une personne handicapée. Mais là c'est pour une personne dans laquelle... Si tu permets, la jurisprudence ici répare un préjudice par une indemnité. Et les magistrats, ils ont jeté d'eau. Comment ils ont jeté d'eau? Jeté d'eau parce que normalement, quand il y a une indemnité, c'est un montant global. Quand il y a un préjudice, on donne un montant global. Ici, les magistrats, ils ont donné une indemnité répartie mensuellement en disant la chose suivante. Ils ont dit la chose suivante. وهو ضرر محقق في الحال والاستقبال أصابه في رزقه وكسوته pour l'enfant. في رزقه بالمعروف وباقي متطلبات الحياة. Il y a la connotation un peu malikite dans ce sens. Ouais. Ça, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que les magistrats étaient un peu... Ils ont fait la synthèse entre le civil et le code de la famille, le religieux, le fiqh. Et le fiqh. Et ce que vous dites, Madame Zaskali, je suis d'accord avec vous, sauf que aujourd'hui, si vraiment il y a la paternité, la filiation est reconnue, le père est obligé de payer une pension alimentaire, même s'il n'y a pas un mariage officiel. Dans la mesure où on connaît la paternité. Mais comment on va connaître la paternité? Il faut l'ADN. Justement, c'est ça. l'ADN. Et c'est pour cela que moi, je ne suis pas pessimiste. L'article 58 nous permet déjà de recourir à l'ADN, et c'est ce qui a été fait par plusieurs magistrats. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis un peu déçu par les Donc est-ce que cet article 158 dans la nouvelle réforme, si non, c'est l'ancienne réforme, c'est le code. Justement, cet article-là, dans la nouvelle réforme, est-ce qu'il va peut-être être changé pour ne pas inclure justement l'expertise judiciaire? Bien sûr, madame. Le monde a évolué. Aujourd'hui, vous avez l'Internet, vous avez l'intelligence artificielle. On ne va pas se cramponner à des choses qui existaient il y a un siècle. Oui. Il y a des moyens, scientifiques. Et je parle devant une pharmacienne. Est-ce que cette décision, rapidement, il nous reste très peu de temps, est-ce que cette décision pourra influencer la révision de la Moudouana? Moi, je suis sûr et certain. Moi, je suis optimiste. Mot de la fin. Vous êtes optimiste. Ça me rassure. Je suis optimiste parce que tant qu'on bataille, eh bien, on est optimiste parce que la société civile est mobilisée. D'ailleurs, demain, dans le cadre de Awel Hurriyet, nous avons une grande manifestation qui réunit des parlementaires avec la société civile pour plaider justement à ce qu'on continue à tenir aux propositions qui sont les nôtres et qui sont celles qui sont censées nous emmener vers le progrès, notamment la reconnaissance de la paternité pour les enfants nés en mariage. Les droits Sarah ne s'accordent pas. Ben oui, on milite. Il faut lutter. On milite pour ça. Et également, Sa Majesté le Roi, la vision de Sa Majesté le Roi qui a toujours été dans le sens positif. Et on est convaincu que la bataille n'est pas finie. Tant qu'on se bat, on a raison d'être optimiste. Et le ulama vont reprendre les choses en main parce que l'histoire de l'ADN, je pense que c'est une position qui n'est pas très réfléchie. Voilà.
On est d'accord là. On est tout à fait d'accord. Voilà, et sur ce consensus, cette émission touche à sa fin. Je voudrais réitérer mes remerciements à Maître Rachidi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Mes remerciements à vous également, Lenz Hasrli. Merci beaucoup pour cet échange aujourd'hui très enrichissant sur une question qui touche des milliers d'enfants nés hors mariage. Le débat est toujours d'actualité. Nous allons certainement revenir sur la question dans Question d'actu. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Très bonne soirée à tous.